Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans La Reine des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Wu Zetian, l'unique impératrice régnante de toute l'histoire de la Chine. Oui, la seule. Surnommée tour à tour tyran sanguinaire ou génie politique, elle a gouverné un empire immense d'une main si ferme qu'encore aujourd'hui, certains historiens hésitent à la complimenter. Une femme au pouvoir dans la Chine du 7e siècle ? Pour beaucoup, ça avait autant de sens qu'une boutique Chine au BHV. Autrement dit, ça n'avait aucun sens. Pourtant, Wu Zetian l'a fait. Et elle l'a mieux fait que beaucoup d'empereurs. Wu Zhao, c'est son nom de naissance, voit le jour en l'an 624, dans une famille de marchands aisés de la région du Shanxi. Rien ne laisse présager qu'elle deviendra impératrice. Mais alors rien du tout. En effet, sa famille n'est ni royale, ni militaire, ni réellement influente. Par contre, elle est ouverte à l'éducation des filles, ce qui est plutôt rare à l'époque. La petite Wu lit, écrit, mémorise les classiques confucéens, et elle a un sens politique précoce. On raconte même qu'enfant, elle observait les adultes débattre et murmurait « Ah, je pourrais faire mieux ». Les enfants qui disent ça aujourd'hui deviennent avocats ou ministres dans le meilleur des cas. Elle est devenue impératrice. À 14 ans, elle est repérée pour entrer comme concubine de l'empereur Taizong. Alors oui, dit comme ça semble être la chance de sa vie. Sauf que le harem impérial, c'est surtout une compétition permanente, des problèmes à l'appel et une hiérarchie aussi lisible qu'un DM de maths le dimanche soir à 23h. Wu apprend vite, elle observe, et elle comprend les jeux de pouvoir comme personne. Quand l'empereur Taizong meurt, selon la tradition, ses concubines sont envoyées au monastère. Fin de l'histoire, merci au revoir, les femmes c'est bien mais enfermer c'est mieux. Sauf que non. Wu refuse son destin monacal. Sacrilège absolu. Et elle réussit à revenir à la cour grâce à un allié plutôt inattendu. Le fils de Taizong, le nouvel empereur Gaozong. D'après certains historiens, les deux auraient eu un coup de foudre bien avant la mort du père. Mais surtout, Gaozong est fasciné par l'intelligence de Wu, sa capacité à s'imposer, à conseiller, à anticiper. Nouvelle preuve qu'une femme n'est pas utile qu'à la cuisine. Très vite, Wu devient la concubine préférée, une conseillère politique influente, puis, incroyable mais vrai, elle devient impératrice consort en 655. Pour parvenir à cela, elle doit affronter l'impératrice légitime, Wang, et une autre favorite, Xiao. L'affaire est sombre, violente, et l'histoire, qui est écrite par des hommes qui la détestaient, ne lui fait aucun cadeau. Les chroniques racontent qu'elle aurait éliminé les deux femmes. Alors, vérité, propagande, mélange des deux ? Difficile d'y voir clair, mais une chose est sûre. La cour impériale n'était pas un club de tricot tranquille. Wu est désormais au pouvoir, et elle ne compte pas s'arrêter là. Gaozong est souvent malade, très malade. Entre crises, paralysie partielle, migraines violentes, il n'est pas vraiment apte à gouverner. Il est donc empereur de la Chine sur le papier, mais celle qui gouverne vraiment, c'est Wu. Elle tient les audiences, elle lance des réformes, elle rencontre des diplomates, elle gère les crises internes. Bref, elle fait super bien le job. Elle fait tellement bien le job que certaines de ses réformes sont encore connues aujourd'hui. Par exemple, elle développe les concours impériaux pour limiter le pouvoir de l'aristocratie. Elle encourage l'éducation, et même les écoles ouvertes aux femmes. C'est une énorme révolution.
Elle renforce aussi l'agriculture et limite les abus fiscaux. Et il est important de souligner qu'elle soutient aussi le bouddhisme, ce qui lui permet de légitimer son rôle politique. Et oui, la communication politique existait déjà. Beaucoup de ces décisions permettent une stabilité rare dans l'empire Tang. Et pourtant, les ministres la soutiennent autant que Elon Musk soutient la communauté transgenre, c'est-à-dire soutien zéro. En 690, après des années de pouvoir officieux, elle franchit l'étape ultime. Elle ne se contente plus de régner à la place d'eux. Elle se proclame impératrice régnante, fondant sa propre dynastie, la dynastie Zhou. Alors là, c'est une bombe politique. Une femme à la tête du plus grand empire du monde? Mais ça ne va pas la tête! Pour les lettrés confucéens, c'est un peu comme voir le pape faire une choré sur TikTok. C'est impossible et impensable. Mais pourtant, ça fonctionne. En effet, sous son règne, l'économie se porte très bien, l'armée tient ses frontières, les arts explosent, les provinces du sud sont mieux intégrées, les routes et voies fluviales sont réparées, et les fonctionnaires corrompus, eux, ils passent un très mauvais moment. Wu Zetian récompense le mérite, élimine les élites hostiles et s'entoure enfin de personnes compétentes qui ne la considèrent plus comme un caillou dans leurs chaussures. Ces réformes menées par Wu influenceront durablement la Chine, même après sa disparition. Mais après tout ce que je vous ai raconté, pourquoi, aujourd'hui encore, l'image de Wu Zetian est-elle aussi divisée? Parce que l'histoire, dans la Chine impériale, était écrite par des hommes, et des hommes confucéens, convaincus qu'une femme doit être silencieuse et obéissante. Autant dire que pour eux, une femme au sommet du pouvoir, c'est un bug dans la matrice. Ils la décrivent donc comme manipulatrice, cruelle, sanguinaire, perverse et même monstrueuse. Des qualificatifs rarement attribués aux empereurs masculins, pourtant souvent bien plus violents et cruels. Et fun fact, les mêmes chroniqueurs qui la traitaient de tyran lui reconnaissent un règne prospère quand même. Comme quoi, la misogynie est parfois plus tenace que la logique. En 705, affaiblie par l'âge et la maladie, Wu Zetian abdique, aussi sous la pression de hauts fonctionnaires. Elle meurt la même année, à plus de 80 ans. Un âge canonique pour l'époque, surtout pour une ancienne concubine devenue impératrice. Mais sur sa tombe, il y a une particularité. Sa stèle est volontairement laissée vierge. Pas d'inscription, pas d'éloge, pas de propagande. Parce qu'aucun texte ne pouvait, selon certains, résumer sa grandeur. Ou d'autres historiens, plus cyniques, diront « parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord » pour parler d'elle sans insulter une femme morte. Wu Zetian, c'est la femme qui a brisé le plafond de verre, enfin plutôt en granit massif. C'est celle qui a gouverné un empire immense avec talent, stratégie et une intelligence politique redoutable. Elle ne s'est pas contentée d'être la première femme à. Elle a été une dirigeante efficace, dont les réformes ont survécu à sa dynastie. Et si elle a été diabolisée pendant plus d'un millénaire, c'est aussi parce qu'elle a osé faire ce qu'aucune femme avant, et aucune femme après, n'a pu faire. C'est-à-dire régner, seule, en son nom, sur la Chine impériale. Alors aujourd'hui, elle rejoint la reine des reines. Et franchement, elle y entre en marchant comme dans un palais qu'elle aurait construit elle-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.